Et bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Et déjà, merci aux premiers participants. Très content d'être là ici avec vous ce matin. Et merci de nous rejoindre pour cette belle table ronde. Donc, on est ravis d'être avec vous en ce début de semaine pour un webinaire sur le thème des usages numériques organisé par le collectif Attention Hyperconnexion. Donc, on est une vingtaine de connectés. On va attendre encore quelques minutes pour lancer ce webinaire. Mais en attendant, peut-être que vous pouvez utiliser le chat qui se trouve à votre droite pour vous présenter. Vous pouvez mettre votre ville, votre profession, secteur d'activité, et puis deux chiffres. J'aimerais vous demander en premier le nombre de téléphones que vous n'utilisez plus et que vous gardez chez vous, et en deuxième le nombre de téléphones que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Donc si vous pouvez utiliser le chat qui se trouve sur la droite pour nous indiquer tout ça, en attendant que les participants se connectent. On a le droit de jouer nous aussi ou pas? Aussi, évidemment, intervenant si vous voulez noter les deux chiffres là. Donc en premier, le nombre de téléphones que vous n'utilisez plus, vous gardez chez vous, et en deuxième, le nombre de téléphones que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Donc, pour l'instant, là, le chat n'est pas trop actif, mais n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a la partie questions également au-dessus qui sera utilisée pendant tout au long du webinaire, et nous reviendrons sur les questions à la fin avec questions des intervenants. Donc on voit que Frédéric utilise un BlackBerry et un feature phone type Nokia 3310 en backup. Donc, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez. On est ravis d'être avec vous pour un webinaire sur le thème des usages numériques organisé par le collectif Attention Hyperconnexion. Donc, pour rappel, le collectif Attention Hyperconnexion est composé de scientifiques, d'experts et du numérique, de responsables associatifs, d'avocats, de communicants, rassemblés autour d'une cause commune d'utilité publique, l'hyperconnexion. Donc un collectif pluridisciplinaire où l'on réfléchit à des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour adresser les enjeux clés de l'hyperconnexion et les effets délétères de l'économie de l'attention. Alors avant de commencer et pendant que les participants nous rejoignent petit à petit, je vous propose d'utiliser le chat pour nous dire votre ville, votre profession, secteur d'activité, et enfin deux chiffres. En premier, le nombre de téléphones que vous n'utilisez plus, que vous gardez chez vous, et en deuxième, le nombre de téléphones que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Très bien, on voit que le nombre 1 de monter. Alors aujourd'hui, on va vous parler des problématiques, mais surtout des solutions pour reprendre la main sur nos usages numériques. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, et vous allez le voir avec nos intervenants, c'est que nous allons aborder le sujet des usages numériques sous plusieurs angles. En effet, il y aura tout d'abord l'angle digital detox, ou comment se déconnecter sans tout couper dans le cadre professionnel et notamment dans le contexte du télétravail généralisé. Puis l'angle légal avec le thème du droit à la déconnexion. Nous aborderons également l'angle de la parentalité numérique avec les défis du numérique pour les parents et leurs enfants. Et enfin, l'angle du numérique responsable et de l'impact du numérique sur notre planète. Voilà, donc ce sont vraiment des angles qui sont complémentaires et qui vont nous permettre de comprendre
les défis et les enjeux des usages numériques dans son ensemble. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter nos intervenants. Voilà, alors nous sommes en présence de Karine Cohen. Karine est associée au sein du cabinet Walter Billet Avocat depuis 2018, avocat au barreau de Paris depuis 2010. Karine a exercé pendant plus de 8 ans au sein de cabinets internationaux. Au cours de son expérience professionnelle, Karine a conseillé une clientèle composée d'entreprises françaises et étrangères, en français et en anglais, sur des questions relatives au droit du travail. Elle intervient tant sur des aspects collectifs qu'individuels. Elle a également développé une expertise particulière concernant les dossiers à fort risque médiatique et la gestion des risques psychosociaux. Karine anime régulièrement des formations et séminaires sur l'actualité en droit social. Bonjour Karine. Bonjour. Est également présent avec nous aujourd'hui Vincent Dupin est le fondateur d'Into the Tribe, une start-up qui aide les collaborateurs à mieux vivre avec le numérique. Il propose à ses clients des ateliers, des séminaires et des formations sur les thématiques liées à la qualité de vie au travail. Vincent est reconnu comme l'un des précurseurs et experts sur la thématique des usages numériques depuis 2015. Il est formateur sur les questions d'usage numérique, de digital detox, de gestion du temps et d'efficacité en télétravail. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre troisième intervenant aujourd'hui s'appelle Samuel Comblé. Samuel est psychologue de l'enfance et de l'adolescence. Il travaille depuis plus de 15 ans dans le champ de la protection de l'enfance. Il a exercé la fonction de psychothérapeute dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Meaux. Il a également été écoutant rédacteur pour le service téléphonique et Internet d'aide à distance du ministère de la Santé, Fil Santé Jeune. Et il est aujourd'hui directeur des opérations de l'association e-enfance et exerce la fonction de psychothérapeute dans le cadre d'une activité libérale à Paris. Bonjour Samuel. Bonjour. Et nous avons également la présence de Frédéric Bordage. Bonjour Frédéric. Bonjour. Avec plus de 20 ans d'expérience, Frédéric est reconnu comme l'un des précurseurs et meilleurs experts de la sobriété numérique et du numérique responsable en Europe. En plus de ses missions de conseil auprès de grandes organisations, il intervient en expertise auprès de différentes institutions françaises et des pouvoirs publics pour les aider à définir les bonnes pratiques sectorielles et adapter les normes et la législation liées au Green IT et au numérique responsable. Donc une très belle table ronde s'offre à nous aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence. Et en quelques mots, pour me présenter, je m'appelle Mathieu Ram. J'accompagne Into the Tribe sur la partie formation, atelier et coaching en tant que coach certifié en bien-être numérique. Donc, ma mission, c'est d'accompagner les collaborateurs dans leur recherche d'une relation plus saine et sélective avec le numérique pour gagner en efficacité et en sérénité dans un monde, comme on le sait, toujours plus hyper connecté. Et je suis ravi d'avoir l'opportunité d'animer cette table ronde aujourd'hui. Bienvenue encore à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Le chiffre continue de monter, mais on va se lancer dès maintenant pour être sûr d'avoir le temps d'aborder tous les sujets passionnants dont nous voulons parler pendant ce webinaire. Quelques petits rappels avant de se lancer. Nous venons de vivre une année de bouleversement et de grandes transformations. La transformation digitale et l'avènement du tout numérique ont fait évoluer nos usages numériques et nos organisations à une vitesse fulgurante. Pour chacun de nos besoins, des appareils, des outils, des applis, toujours plus smart, entre guillemets, fleurissent sur le marché et s'installent dans notre quotidien. Ce qui est en train de changer, c'est que nous sommes toujours tous de plus en plus conscients des impacts négatifs de l'hyperconnexion sur notre santé, sur notre travail, sur nos enfants, mais aussi sur l'environnement. Un sondage récent réalisé par Odoxa, consacré aux conséquences du confinement sur la santé des Français, plaçait la solitude, 81%, et l'hyperconnexion, 79%, comme premier risque inhérent à la pratique du télétravail devant le tabac, l'alcool, le cannabis et les médicaments. Donc enfants, parents, salariés, tout le monde est concerné et un changement semble urgent et plus que nécessaire. Et aujourd'hui, nous souhaitons savoir, au travers du témoignage de nos intervenants, comment faire pour réconcilier bien-être, efficacité et respect de la planète avec nos vies de plus en plus connectées. Donc nous verrons quels sont les leviers pour reprendre la main sur nos usages numériques, avec, comme je le disais au début, et pour ceux qui nous rejoignent, ce webinaire sur le format table ronde va aborder la thématique sur plusieurs angles. D'abord l'hyperconnexion et les usages numériques en entreprise, le droit à la déconnexion, la parentalité numérique et enfin le numérique responsable. Donc sachez
que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie questions que vous trouvez sur la droite, au-dessus du chat. Nous consacrerons 15 minutes à la fin pour y répondre. Alors, je vais vous proposer de commencer par un petit quiz. Alors, vous devez le voir s'afficher à l'instant. Combien de temps passez-vous par jour sur votre téléphone mobile? Voilà, il faut savoir qu'en 2019, les Français utilisaient en moyenne leur smartphone 23 fois par jour. Ils s'en servaient quotidiennement pendant 1h42. Et selon un sondage IFOP en 2020, 62% des Français déclarent passer plus de temps que d'habitude sur l'écran de leur mobile, même 75% pour les 15-34 ans. Voilà, je vois que les votes se terminent. Donc sachez que si vous n'êtes pas sûr du temps que vous passez sur vos téléphones, il existe maintenant dans la plupart des smartphones la fonction temps d'écran ou bien des applications qui permettent de consulter l'évolution de vos pratiques avec un détail très précis par application, heure par heure. Il est également possible de définir une limite de temps pour chacune d'entre elles ou même interdire certaines applications depuis votre smartphone. Donc, je vais fermer le sondage. J'ai un petit problème pour partager. Mathieu, Voilà. je vais partager du coup, hein. Voilà les réponses. Donc, nous avons pour à peu près 40% entre 2 et 3 heures, ce qui correspond à peu près à la moyenne. Sans transition, Vincent, je vais m'adresser à toi en tant que fondateur d'un organisme de formation qui aide les collaborateurs à améliorer leur gestion des usages numériques. Quels sont aujourd'hui les risques majeurs liés à l'hyperconnexion en entreprise? Alors merci Mathieu, et comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, effectivement on se rend compte qu'aujourd'hui en entreprise les deux principaux risques sont l'isolement et l'hyperconnexion. Et l'hyperconnexion, donc c'est le fait d'être tout le temps connecté aux écrans, que ce soit les emails, le smartphone, les réseaux sociaux professionnels comme Teams, Slack ou autres. Et puis c'est aussi le fait de passer beaucoup de temps en ligne lors de réunions visio, puisqu'on le voit aujourd'hui, hein, la vie d'un salarié en télétravail, c'est passer beaucoup de temps sur les réunions à distance. On a parfois l'impression même d'être dans un tunnel de réunions en visio. Et il faut aussi traiter ses emails, il faut aussi répondre à ses messages sur Teams et puis avoir le temps de faire son travail de fond. Donc ça fait des journées très 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 compliquées et très hyper connectées. Alors, pour moi, les trois principaux problèmes liés à l'hyperconnexion, c'est l'infobésité, d'une part, d'autre part, le multitâche, et enfin, ce qu'on appelle le blurring, c'est-à-dire le fait que la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle est de plus en plus floue. Alors, je vais revenir tout de suite sur le phénomène de l'infobésité. L'infobésité, c'est un mot, une contraction en fait entre information et obésité, et ça signifie qu'aujourd'hui notre cerveau reçoit beaucoup trop d'informations et on a du mal à gérer cette information. Pour vous donner une étude, on sait qu'aujourd'hui on reçoit 10 fois plus d'informations qu'avant l'apparition d'Internet, donc dans les années 97-98. Et pourtant, notre cerveau, lui, n'a pas bougé depuis des centaines de milliers d'années et il se retrouve confronté à ce volume énorme d'informations, que ce soit des emails, des messages sur Teams, des messages sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. On est constamment interrompu et constamment envahi par l'information. Pour vous donner quelques statistiques concrètes, un cadre reçoit en moyenne 90 emails par jour. Un Français va se connecter plus de 150 fois par jour sur son smartphone. Parfois, c'est uniquement pour regarder l'heure, mais d'un coup, on se fait happer par un message sur les réseaux sociaux, un message WhatsApp, etc. Il y a une statistique aussi qui est intéressante qui montre qu'un cadre en France passe environ 99 jours par an sur ses emails. Ça correspond à peu près à 4-5 heures par jour. Donc voilà, aujourd'hui, cette infobésité, elle est très présente chez les collaborateurs et elle crée du stress, elle crée de la fatigue et de la surchauffe mentale. Deuxième phénomène, c'est celui du blurring. Donc le blurring, ça vient du mot anglais blurry, qui signifie que la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est de plus en plus floue.
Typiquement, vous êtes en train de télétravailler et d'un coup, vous allez détourner votre attention de votre travail de fond pour aller consulter votre smartphone et vous allez aller sur Instagram. Et donc, du coup, là, vous allez faire quelque chose qui est en lien avec votre vie personnelle. Et puis, à l'inverse, le week-end, alors que vous êtes sur votre temps de repos, vous allez avoir tendance à vous connecter sur votre email professionnel et vous allez commencer à lire et à répondre à des emails professionnels. Et donc, c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de remettre une vraie barrière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est un vrai sujet, puisque là, on se rend compte que pendant cette période de télétravail, les collaborateurs continuent à travailler le soir, le week-end et pendant les vacances. Il y a une statistique récente qui montrait que 78% des cadres consultent encore leur communication le soir, pendant les vacances et pendant les week-ends. Et puis, dernier gros problème lié à l'hyperconnexion en entreprise, c'est celui du multitâche. On a l'impression qu'en faisant plusieurs tâches à la fois, on va être plus efficace. Et alors que c'est totalement, malheureusement, c'est faux. Notre cerveau n'arrive pas à faire deux tâches en même temps. Ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il passe rapidement d'une tâche à une autre. Et le problème, c'est qu'on se met tout au long de nos journées de travail dans cette situation de multitâche. Typiquement, vous êtes en réunion à distance et en même temps, vous allez consulter vos emails, vous allez consulter vos messages sur Teams. Et donc, vous allez demander à votre cerveau d'écouter d'une oreille ce qui se passe pendant la réunion et d'un autre côté, vous allez répondre à un message ou un email. Et bien là, votre cerveau se met en situation de multitâche et ce n'est pas du tout efficace. Ça va entraîner de la fatigue, du stress et de la surcharge mentale. Donc voilà, c'est un petit peu, Mathieu, les principaux problèmes qu'on rencontre en entreprise aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très important d'accompagner les collaborateurs sur cette thématique-là et de les aider à faire face à l'hyperconnexion. Merci beaucoup Vincent pour ces éclaircissements. Je me tourne maintenant vers Karine. Karine, quelles sont les obligations légales de l'entreprise en termes de droit à la déconnexion? Merci Mathieu. Alors, les obligations légales, il faut savoir que la notion de droit à la déconnexion apparaît assez tardivement dans le Code du travail puisque ça date de 2016. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait rien. Il y avait la Cour de cassation et la jurisprudence qui s'était positionnée puisque la Cour de cassation avait créé un droit du salarié de ne pas être disponible pour son employeur en dehors de ses horaires normaux de travail. Et ça, c'est une jurisprudence qui date de février 2014. Alors, après ça, on n'a pas eu de texte jusqu'à la loi El Khomri du 8 août 2016 qui va introduire dans le Code du travail cette notion de droit à la déconnexion sur deux sujets spécifiques. Le premier, ça va être celui des forfaits jours, puisque la loi va préciser que l'employeur a l'obligation, dans le cadre de la négociation d'un accord collectif sur les forfaits annuels en jours, d'inclure des mentions spécifiques sur le droit à la déconnexion. Elle prévoit également que si l'accord collectif ne prévoit rien, ne mentionne rien sur ce sujet-là, l'employeur va alors devoir faire un document unilatéral pour fixer unilatéralement le contour de cette notion de droit à la déconnexion, ou alors, même dans le contrat de travail du salarié, il va falloir avoir des mentions spécifiques. Et la deuxième thématique en 2016 sur laquelle la notion de droit à la déconnexion intervient, ça va être sur une obligation de négocier un accord collectif dans le cadre de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail. Donc, il faut savoir que dans le Code du travail, il y a énormément d'obligations de négocier. Et dans le cadre de cette thématique globale égalité professionnelle, QVT, qualité de vie au travail, il y a un item spécifique sur le droit à la déconnexion et sur les modalités de régulation des usages numériques, des outils numériques. Ça, c'est un article spécifique du Code du travail. Donc, c'est l'article 2242-17. L'objectif poursuivi par le législateur, c'est, comme le soulignait Vincent, d'assurer un droit au repos, d'assurer aussi le droit au congé, mais aussi un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, avec ce blurring qu'on tend à constater malheureusement de plus en plus souvent. L'autre objectif qui est moins évoqué, ça va dans le cadre d'une égalité professionnelle entre hommes et femmes, puisque c'est la place dans le Code du travail qui est de cette obligation. On part du principe en effet que les femmes consacrent plus de temps de famille que du temps de travail, et donc assurer un droit à la déconnexion effectif pourrait permettre de rééquilibrer cette inégalité entre les sexes. Le principe qui est posé par le Code, c'est celui d'une négociation annuelle sur cette thématique, sauf si l'employeur va décider de séquencer par la voie d'un accord cadre
les négociations avec des échéances, soit tous les 2 ans, tous les 3 ans, voire tous les 4 ans. Mais le principe, c'est quand même une négociation, donc tous les ans sur ce point-là. S'il n'y a pas d'accord qui est conclu, puisqu'on parle d'une obligation de négocier qui est posée par le Code du travail et pas une obligation de conclure un accord, là, l'article du Code du travail prévoit spécifiquement une obligation pour l'employeur de mettre en place une charte, donc un document unilatéral, qui va définir les modalités du droit à la déconnexion et qui va prévoir la mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation pour un usage raisonnable des outils numériques. Donc, c'est vraiment les termes exacts qui sont employés par le Code du travail à ce sujet. Alors, concernant la déconnexion, ce qui est intéressant, c'est que le Code du travail ne définit pas ce que recouvre cette notion. Il pose juste les termes concernant donc, la négociation égalité homme-femme et le forfait annuel en jours, mais il n'explique pas ce que recouvre cette notion. Et le dernier point, ça va concerner la situation actuelle de télétravail qu'on connaît, mais ce n'est pas juridiquement qualifié de droit à la déconnexion par le législateur, mais il faut savoir que quand l'employeur va mettre en place ce télétravail, le Code du travail met à sa charge une obligation soit de négocier un accord, soit, là encore, de prévoir par une charte les modalités de mise en œuvre du télétravail. Et dans le cadre des obligations et des mentions obligatoires de ces documents, l'employeur doit impérativement définir les plages horaires au cours desquelles le salarié va devoir être disponible, donc répondre à des invitations, à des réunions ou à son téléphone. Et à contrario, on peut estimer qu'en dehors de ces plages horaires qui doivent être clairement définies par l'employeur, il y a un droit à la déconnexion qui est pour le coup un peu plus souple que celui qu'on peut connaître dans le cadre des autres obligations clairement posées par le Code du travail. Et c'est le ministère du Travail, dans le cadre des questions-réponses mises en place pour le télétravail, qui emploie ce terme de droit à la déconnexion pour le télétravail, alors même que le Code du travail ne le prévoit pas expressément. Merci beaucoup, Karine. Je rappelle à tous les participants que si vous avez des questions, il suffit de les écrire dans la partie qui s'intitule « Questions » sur la droite. Nous allons consacrer 15 minutes à la fin pour y répondre. Je me tourne maintenant vers Samuel pour aborder un thème un peu plus d'actualité qui est celui de la parentalité numérique. Être parent à l'ère du tout numérique n'est pas tâche facile. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les principales problématiques liées aux usages excessifs des outils numériques par les mineurs. Alors, merci Mathieu. Effectivement, le temps d'écran, c'est actuellement la deuxième préoccupation des parents après la santé, la santé psychique et le bien-être des enfants. C'est vrai que le Covid a beaucoup bousculé les repères. Avant mars 2020, avant il y a un an, tout début de la crise sanitaire, on avait une tendance à diaboliser les écrans pour les enfants en disant que ça leur apportait pas mal de préjudices, notamment en termes de développement, de troubles du langage, etc. On s'est rendu compte que on était bien content d'avoir ces écrans pour les occuper, notamment pour pouvoir continuer à leur permettre d'aller à l'école, de pouvoir continuer à avoir du lien social, de pouvoir s'évader tout simplement au sein même de leur foyer quand ils étaient confinés avec leurs parents. Et aujourd'hui, je pense que c'est compliqué pour les parents de trouver le juste milieu entre il faut quand même valoriser ces outils qui nous ont aidés et puis quand même continuer à transmettre des repères et à poursuivre l'éducation qu'on souhaite pour nos enfants. Alors, un des principaux risques des outils numériques pour les enfants, au-delà du temps de connexion dont je vais parler bien sûr, c'est surtout la solitude avec laquelle les jeunes utilisent leurs écrans. Rares sont les jeunes qui proposent à leurs parents de jouer avec leurs jeux vidéo ou de regarder ce qu'ils font sur leurs réseaux sociaux. Ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. Et je dirais que cette solitude, cet isolement des jeunes contribue à augmenter l'impact du temps de connexion puisque ça se fait sans le regard, sans le regard critique, je dirais, des adultes. Et donc, les jeunes sont poussés à le surutiliser puisqu'il n'y a pas d'évaluation du temps de connexion. Alors, quels sont les risques? Ils sont de plus en plus connus, de plus en plus nombreux, puisqu'on arrive de mieux en mieux à les identifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'agissant des enfants, on parle beaucoup de retard de langage, de retard de développement, de troubles du contrôle des émotions, d'obésité, puisqu'on va manger devant son écran sans se rendre compte de ce qu'on ingurgite. On parle beaucoup de troubles du sommeil, de troubles alimentaires, de troubles de la concentration, de mal-être, d'une faible estime de soi qui peut
être engendré aussi par l'image que les réseaux sociaux nous renvoient. Ça provoque des tensions familiales. Je pense qu'il y aura une question après justement à ce sujet, et ça réduit aussi beaucoup les activités que l'on peut faire et qui sont nécessaires au développement d'un enfant, qu'elles soient familiales, sportives, culturelles. Voilà. Et pour terminer, au niveau des risques, on a beaucoup de jeunes qui témoignent d'un sentiment d'insécurité et de troubles visuels, de troubles de la posture aussi, qui peuvent être relevés par les professionnels et les jeunes. Alors souvent, le signe d'alerte qui est donné par les jeunes, c'est une baisse de résultats scolaires. En général, ça doit alerter les parents sur un possible usage excessif des écrans. C'est pas la seule raison, mais c'est souvent un premier signe. Cette baisse des résultats scolaires, elle est souvent liée à un trouble de la concentration et un trouble du sommeil. On estime aujourd'hui que un grand nombre de jeunes manquent d'à peu près 1 heure de sommeil dans leur nuit, et quand cette heure se cumule chaque jour, bah forcément, ça crée des problèmes de concentration et du retard scolaire. Ce qu'on note aussi depuis 2010, donc ça fait 10 ans que les professionnels le disent, c'est une augmentation très importante à hauteur de 94% de troubles de la parole et du langage chez les 6-11 ans, donc chez les plus petits, avec vraiment une difficulté de sensibiliser les parents sur cette problématique, d'où l'importance du webinaire aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut vraiment reprendre la main sur ces temps, surtout pour les plus jeunes. On pose souvent la question, l'association e-enfance intervient beaucoup sur ces questions d'hyperconnexion des enfants et nous demande quel est le temps de connexion conseillé pour les différents tranches d'âge. On ne répond jamais en termes de niveau de consommation parce que c'est compliqué, ça va dépendre de l'enfant, de son histoire, de ce que les familles ont envie de faire. On estime par contre que c'est une question de liberté et d'équilibre de vie. On peut considérer que le développement d'un enfant, c'est un peu comme de faire un gâteau au chocolat. Pour faire un gâteau, il faut un certain nombre d'ingrédients, du sucre, du beurre, etc. Si vous ne mettez que du numérique dans la vie de l'enfant, forcément, votre gâteau, au final, il va pas ressembler à grand-chose, il n'aura pas beaucoup de saveur et il ne sera pas bien construit. Donc l'idée, c'est vraiment, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, de proposer à l'enfant de co-construire avec lui son temps de connexion pour pouvoir équilibrer tout simplement les différentes activités qu'il va pouvoir faire dans sa vie parce que il a un besoin d'un petit peu tout. Et pour terminer mon propos, ce que je voulais dire aussi, c'est que on s'interroge souvent en tant qu'adulte sur pourquoi les jeunes sont comme ça hyper connectés. Il faut aussi avoir en tête que ça fait partie aussi de leur développement physiologique normal d'être connecté. Je m'explique, le développement d'un enfant au niveau de l'encéphale, il se fait du derrière la tête jusque devant. Derrière, c'est ce qui contrôle nos envies, nos pulsions, notre plaisir est contrôlé par l'arrière de notre cerveau. Et ce qui apparaît plus tard dans l'évolution du cerveau, c'est toute la partie capable de contrôler nos actions, de contrôler notre capacité à nous interdire. Et ça se fait beaucoup plus tardivement que notre contrôle du plaisir, tout simplement. Donc, il faut aussi apprendre à être un petit peu patient, je dirais, quand on est parent, et accompagner du coup ce développement neuronal normal qui va jouer du coup sur le temps de connexion et qui peut parfois être compliqué à gérer au quotidien. Merci beaucoup Samuel pour cette précision très intéressante. Avant de me tourner vers Frédéric, je vous propose un petit quiz pour tester vos connaissances en termes de numérique responsable. Voilà, mon empreinte numérique est surtout liée data center, au réseau, à la fabrication. Je vous laisse répondre à tout ça. Je vous remercie au passage de vos messages dans le chat. J'attends que vous répondiez tous et je vais laisser peut-être Frédéric faire un petit commentaire sur les réponses. Allez, encore 30 secondes. Ah, je vois que ça bouge. Hop. Voilà. Alors c'est très intéressant le résultat. Mon empreinte numérique est surtout liée. On n'a finalement pas du tout de consensus au data center, au réseau, à la fabrication des équipements. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme je vais vous l'expliquer juste après, c'est surtout la fabrication des terminaux des utilisateurs qui concentre 3/4
de nos impacts environnementaux. Donc on voit l'effet en fait de la surmédiatisation de la consommation électrique des data centers qui est catastrophique puisque 40% des participants pensent que c'est une source importante d'impact alors que ça n'est pas le cas, en tout cas pas en valeur, pas globalement. Et le réseau, ça veut dire qu'on a 60% en fait des participants qui ont une vision erronée en fait de la principale source d'impact du numérique. Très bien. Du coup, sans transition, je veux demander quels sont les impacts majeurs du numérique sur notre planète. Ok, donc du coup, comme j'ai que 4 minutes, au final, ce qu'on peut dire, c'est que le numérique, c'est 4% de l'empreinte de l'humanité si on regarde deux indicateurs environnementaux qui sont les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie primaire. Donc 4%, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est déjà plus que l'aviation civile. Ce qui nous inquiète, nous, c'est que c'est surtout, on observe un triplement, donc une multiplication par 3 de nos impacts entre 2010 et 2025, juste sur 15 ans, ce qui est absolument exponentiel. Alors imaginez qu'on ait triplé l'empreinte de l'humanité sur 2010-2025. On aurait déjà fini de s'effondrer, quoi, concrètement. Donc il y a vraiment une croissance exponentielle des impacts environnementaux du numérique qui est directement lié au fait que vous êtes des drogués, je suis un drogué, nous sommes des drogués du numérique, comme ça a été un petit peu évoqué précédemment, c'est le but de cette table ronde. Et alors c'est grave en fait. Pourquoi? Parce que d'un point de vue sociétal, être drogué d'une ressource qui aura disparu d'ici 1 à 2 générations, ça veut dire qu'on va avoir un phénomène de sevrage catastrophique. Et pourquoi on n'a plus qu'1 ou 2 générations de numérique devant nous? Eh bien parce que pour fabriquer, on devrait d'ores et déjà considérer le numérique comme une ressource critique parce qu'on en dépend, on est dépendant de cette ressource, non renouvelable parce qu'elle est fabriquée à partir de métaux critiques dont les stocks seront épuisés d'ici 1 à 2 générations. Et donc, en tant que drogués du numérique, nous devons apprendre, en tant que société, à nous désintoxiquer de ce numérique, à la fois pour réduire ses impacts sanitaires qui ont été évoqués précédemment à court terme, ses impacts environnementaux aussi délétères à court terme, mais aussi pour se projeter dans un monde qui demain sera nécessairement plus low-tech, puisqu'on est en train d'épuiser les stocks de matières qui nous permettent de fabriquer le numérique concrètement. Et donc, il y a un double enjeu à court terme sanitaire et environnemental, et un enjeu même plus sociétal sur le plus long terme, de se donner la chance d'une transition vers un monde qui nécessairement, demain, à l'échelle de quelques générations, sera forcément moins numérique. Voilà, je fais court pour qu'on ait le temps de discuter. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Et merci à tous les quatre pour ce premier tour de table. Je reviens vers toi un instant pour justement parler des leviers et bonnes pratiques. Qu'est-ce que tu recommanderais en termes de leviers et bonnes pratiques pour permettre aux collaborateurs de mieux vivre l'hyperconnexion en télétravail? Alors merci Mathieu. Donc effectivement, il y a des leviers aujourd'hui qu'on peut facilement actionner pour aider les collaborateurs pendant cette période de télétravail, de confinement. Je pense que c'est justement maintenant qu'il faut aider encore plus les collaborateurs et notamment pour les accompagner sur toutes les thématiques qui sont liées à la qualité de vie au travail. Et donc, nous, c'est ce qu'on propose, hein, justement, chez Into the Tribe, on propose des ateliers à nos clients pour aider leurs collaborateurs sur des thématiques comme l'amélioration des usages numériques, l'efficacité et le bien-être en télétravail, la gestion du temps, la gestion du stress, etc. etc. Alors, j'ai que quelques minutes, donc je ne vais pas pouvoir dérouler beaucoup de conseils, mais je voulais quand même vous donner quelques tips lors de cette table ronde pour vous aider au quotidien, vous qui êtes en télétravail, à mieux gérer et à mieux vivre avec le numérique. D'abord, il y a la question des emails qui est fondamentale puisqu'on reçoit aujourd'hui beaucoup d'emails. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cadre reçoit en moyenne 90 emails par jour. Et du coup, les emails, il faut peut-être se dire qu'il faut arrêter de les regarder tout au long de la journée au fil de l'eau parce que c'est une véritable source d'interruption dans notre travail. Et notamment lorsqu'on travaille sur un sujet de fond, on a tendance à se déconcentrer lorsqu'on reçoit un pop-up d'email ou un message sur Teams. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder vos emails que 3 fois par jour. Ça peut être 3 fois 1 heure, 3 fois 1 heure et demie, mais globalement d'arrêter de les regarder tout au long de la journée et donc d'éviter les situations de multitâches. Ce que je vous conseille aussi par rapport aux emails, c'est eh bien, au bout de 3 échanges avec un contact et on sent que c'est compliqué, qu'on a du mal à se comprendre, etc., on arrête l'email,
on s'appelle, on se fait un rendez-vous visio et vous allez voir qu'en quelques minutes, eh bien, on arrive à désamorcer une problématique lorsqu'on peut communiquer de vive voix, puisqu'il y a toute la partie non verbale de la communication qui va être là lorsqu'on est au téléphone ou lorsqu'on est en visio. Et puis, on passe notre temps en réunion à distance. Et ça nous consomme beaucoup d'énergie. Quand je parle avec certains collaborateurs, ils me disent, mais moi, je passe ma journée en réunion à distance et ça crée une vraie fatigue. Et c'est vrai, maintenant, on a un mot pour ça s'appelle la Zoom fatigue. Et donc, pour ça, je vous conseille de réduire le temps de vos réunions. Faites des réunions de 45 minutes, préparez-les bien, faites un ordre du jour, envoyez un compte-rendu suite à la réunion, mettez la visio aussi lorsque vous êtes en réunion à distance pour justement avoir toute cette partie de communication non verbale qui est très importante. Et puis, essayez de faire en sorte que dans vos équipes, il n'y ait pas des réunions le matin avant 9 h et pas après 17 h pour que vous puissiez avoir du temps aussi après votre journée de travail pour pouvoir travailler sur vos sujets de fond, mais aussi vos emails et vos messages. Et puis, moi, je vous incite vraiment à déconnecter le soir, à déconnecter le week-end et pendant les vacances au maximum. C'est très, très important. Surtout en ce moment, on est hyper connecté dans le monde professionnel avec le télétravail. Donc, l'idée, c'est d'ailleurs de compenser et de couper les écrans le soir, pendant la pause déjeuner, pendant les week-ends, etc., etc. C'est vraiment très important. Et allez, je vous donne un dernier conseil. Je pense que vous l'avez déjà mis en place pour certains d'entre vous, mais vraiment, ça, c'est un conseil qui est très facile à mettre en place et qui va vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup de concentration. C'est de supprimer toutes vos notifications. Les notifications, c'est la machine qui vous appelle. C'est la technologie qui vous dit « Eh oh, attention, tu as un message, tu as un email, etc. » Je pense que vous n'allez pas oublier vos emails, vous n'allez pas oublier vos messages WhatsApp, vous n'allez pas oublier Instagram, etc., etc. Mais faites au moins en sorte que ce soit vous qui y allez de votre propre chef et pas que ce soit la machine qui vous appelle. Donc vraiment, allez-y, supprimez les notifications d'email qui viennent vous déranger toutes les 2 minutes. Pareil sur votre smartphone. Moi, personnellement, j'ai tout supprimé sauf mon agenda. Je suis très content de savoir que j'ai un call avec un client dans 10 minutes. Mais globalement, tout le reste, je l'ai supprimé et j'ai jamais loupé une information importante. Voilà, bon courage déjà pour tester ces 2-3 conseils et au plaisir d'en parler prochainement dans les questions. Super, très bien. Merci Vincent pour tous ces conseils. Je vais revenir vers Karine. Nous avons d'abord parlé des obligations des entreprises en ce qui concerne le droit à la déconnexion. D'après votre expérience, comment assurer l'effectivité du droit à la déconnexion dans le cadre d'une situation de télétravail? Alors, merci Mathieu. Concernant l'effectivité du droit à la déconnexion, il y a plusieurs questions ou plusieurs points auxquels l'entreprise va d'abord devoir réfléchir. La première, ça va être de faire un état des lieux au préalable. Est-ce que dans le cadre de la vie courante dans l'entreprise, il y a des pratiques un peu déviantes ou qui ne sont pas normales, qui peuvent être corrigées? Il y a aussi des éléments qui peuvent être pris en compte, à savoir le document unique d'évaluation des risques professionnels ou une évaluation des risques psychosociaux qui peuvent mettre en exergue des situations de stress au travail ou des amplitudes de travail trop importantes sur lesquelles l'entreprise va être alertée et va pouvoir réagir à ce sujet. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, ensuite, on va se demander sous quelle forme je vais vouloir intervenir en tant qu'employeur. Parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut faire un accord collectif ou on peut faire une charte. On peut aussi décider d'avoir une thématique de négociation plus globale sur la déconnexion, enfin sur le temps de travail par exemple, ou plus spécifique uniquement sur la déconnexion et comment je gère l'utilisation de mes outils numériques. Donc ça, c'est aussi une question importante à se poser. Et ensuite, quel va être le contenu du texte? Et c'est là la question évidemment la plus importante pour savoir quels outils je vais mettre en place. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre dans mon entreprise pour gérer tant la déconnexion dans le télétravail que aussi plus globalement par rapport aux autres obligations légales qui sont mises en œuvre dans l'entreprise. Alors, le premier point dans le cadre du contenu de l'accord, ça va être d'abord de définir ce droit à la déconnexion. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de définition légale. Et de l'associer à un objectif particulier. Est-ce que ça va être uniquement le temps de repos ou plus généralement un usage plus responsable des outils numériques, auquel cas on va essayer de travailler plus globalement dans l'entreprise. Ensuite, vers qui je me tourne? Est-ce que j'inclus l'intégralité de mes salariés dans le cadre de ce dispositif sur le droit à la déconnexion? Ou alors, est-ce que j'en isole quelques-uns, notamment dans des accords collectifs, on peut remarquer qu'il y a les cadres dirigeants qui sont souvent mis sur le côté puisqu'ils ne sont pas soumis à une obligation de temps de repos minimum quotidien. Mais il faut aussi penser aux entreprises qui ont par exemple des activités de maintenance informatique pour lesquelles vous allez avoir des salariés qui vont être en astreinte, qui vont nécessairement être exclus de ce dispositif de déconnexion pendant des temps bien spécifiques.
Après, quand on regarde les accords, ce qui se fait, ce qui marche bien, c'est de formaliser dans le cadre du document que l'employeur va préparer, une sorte d'immunité pour le salarié qui va respecter son droit à la déconnexion en écrivant qu'aucune sanction ne pourra être prise à l'encontre du salarié qui ne répond pas à ses mails en dehors de ses horaires normaux de travail. Et ça, c'est important parce que ça va rassurer les salariés sur le fait que l'entreprise s'engage à leur garantir ce droit à la déconnexion. On peut aussi mettre en place des dispositifs d'alerte avec soit une hotline, soit une adresse mail spécifique ou alors un dispositif pour alerter son manager sur des situations qui pourraient être problématiques tant en télétravail que globalement avec une charge de travail trop importante qui ne permettrait pas de garantir ce droit à la déconnexion. Et le dernier point, ça va être des mesures de sensibilisation et de formation, comme tu l'évoquais Vincent, sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et ce qu'on constate dans les faits, c'est que le premier public qui est le plus important pour ce type de sensibilisation et de formation, c'est les managers. Parce que c'est eux qui font redescendre la pression et les urgences, si je puis dire, à répondre à des mails, à être hyper réactifs. Et donc, c'est vers ce public-là qu'il va falloir se tourner en premier pour, si je puis dire, mieux les éduquer dans le cadre de la gestion des outils numériques. Par exemple, il va falloir les pousser à se demander est-ce que j'ai vraiment besoin d'envoyer un mail? Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre autant de personnes dans la boucle de mail? Est-ce que mon mail est bien explicite dans son objet? Et c'est pour ça qu'on a certains accords qui prévoient des manières typiques de rédiger les objets de mail avec le degré d'urgence, mais aussi qu'est-ce que j'attends de cet email-là que j'envoie. Ça, c'est le premier tips. Le deuxième tip, c'est aussi de former les collaborateurs sur le caractère indispensable de mettre des gestionnaires d'absence ou des messages d'alerte d'absence pour leur éviter de se connecter en se disant « j'ai rien mis, il faut que je vérifie que je laisse rien passer ». Donc, si on a une absence courte, on le met. Si on a une absence longue, on le met et on prévoit un transfert de mail pour garantir le bon suivi des dossiers. Et le dernier point, ça va être aussi de mettre en place des obligations. Par exemple, il y a des entreprises qui ont prévu pour tous les collaborateurs, dans leur signature de mail, des mentions de type « aucune réponse n'est attendue de votre part dès lors que vous êtes en dehors de votre temps de travail ». Donc, ce genre de choses qui vont permettre de déculpabiliser le collaborateur, de lui permettre de se déconnecter et de comprendre que c'est un droit qu'il faut qu'il maîtrise. Voilà pour les petits tips. Merci beaucoup Karine. On enchaîne avec Samuel. Je vais lancer un dernier petit sondage qui devra apparaître sur vos écrans, qui s'adresse surtout aux parents de notre public. Est-ce que la gestion du temps d'écran de votre enfant ou adolescent est source de conflits? Hop. Je vais partager les réponses. Voilà, on voit un oui à 60%. Et donc, je me tourne vers toi, Samuel, pour une double question. Comment sensibiliser au mieux les parents aux enjeux de l'hyperconnexion dans leur foyer? Et comment gérer l'hyperconnexion et l'usage des écrans des enfants, quel que soit leur âge? Merci Mathieu. Alors, comment sensibiliser les parents? Je pense que les enfants s'en chargent. Je pense qu'assez rapidement, dans un climat familial, on ressent la présence des écrans et l'obligation d'agir pour les parents. Et on voit d'ailleurs, la réponse au sondage montre que les écrans peuvent être source de conflits. Alors, le premier conseil que je donnerais aux parents, c'est avant d'essayer d'interdire ou d'obliger à faire certaines choses pour mieux contrôler les usages des écrans, c'est déjà d'essayer de comprendre pourquoi le jeune est connecté. Parce que y a toutes sortes de raisons. Hein. Ça peut être pour se divertir, pour tenter d'aller mieux, parce que le jeune est triste et il a besoin de s'isoler, parce que voilà, il y a de l'ennui, parce que il ne sait pas comment aller vers les camarades et au moins l'écran le protège et lui permet d'être dans des relations sociales. Donc je pense que c'est vraiment le point de départ, c'est d'essayer de comprendre avec le jeune voilà, le sens qu'il donne à cette utilisation. Je conseille aussi aux parents de ne pas poser les questions en pourquoi tu joues autant à ton jeu vidéo. C'est une question auquel rarement les jeunes sont capables de répondre. Par contre, si vous posez les questions en comment tu pourrais faire pour jouer moins, qu'est-ce qu'on peut se donner comme moyen pour que ton temps de connexion soit moins important. En général, les enfants et les adolescents, ils arrivent à trouver un début de réponse et puis on peut construire une réponse avec les parents.
Autre conseil aussi, plutôt que de dire tu as un problème avec ton écran, je vous conseille de vous englober dans la résolution du problème et de dire nous devons trouver des moyens pour diminuer notre temps d'exposition aux écrans, parce qu'en général, ce que souvent renvoient les enfants, c'est que c'est vrai qu'eux passent beaucoup de temps sur les écrans, mais les parents aussi, et un justificatif insupportable aux oreilles des enfants, c'est les parents qui disent oui, mais moi, c'est pour mon travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à entendre parce que c'est une façon de dévaloriser l'utilisation des écrans des enfants et ils ont du mal à l'entendre. Donner l'exemple, donc je pense que c'est aussi important. Faites les choses que vous imposez à vos enfants, sinon ça marche pas. Hein, et c'est valable pour les écrans et pour plein d'autres choses. Autre conseil aussi, prévoir les règles d'usage des écrans le plus tôt possible. Dès que vous donnez un écran, et en particulier pour les smartphones, en général à peu près au début de l'entrée au collège, il faut expliquer aussi comment le jeune sera autorisé à s'en servir, parce que sinon, il va faire son propre guide mode d'emploi et son temps va être déterminé par sa propre volonté. Alors, il y a quelques petites règles qui sont données, qui fonctionnent pas mal. Il y a une règle qui est de plus en plus connue qui s'appelle la règle des 4 pas. Donc, c'est pas le matin pour permettre aux jeunes tout simplement d'avoir leur attention bien dirigée vers les apprentissages scolaires dans la journée. Pas avant le repas pour permettre les échanges tout simplement de paroles entre les membres de la famille et éviter les troubles alimentaires. Pas le soir avant de se coucher parce que les écrans bloquent l'accès à l'endormissement, et pas dans la chambre. Ça permet de garder le contrôle sur ce que les jeunes peuvent faire et vous avez comme ça un œil sur le temps de connexion. Et je vous invite à rajouter un 5e pas en famille, mais c'est une règle que vous allez vous déterminer par vous-même et c'est une règle que, encore une fois, les adultes et les enfants vont s'imposer. Il y a aussi la règle des 3, 6, 9, 12 de M. Tisseron. 3, c'est pas d'écran avant 3 ans. 6, c'est pas de console de jeu avant 6 ans. 9, c'est pas d'internet seul avant 9 ans. Et 12, c'est internet, mais avec quand même un contrôle assez proche de la part des parents. En tout cas, quelles que soient les règles que vous utiliserez, la meilleure, c'est celle que vous allez vous auto-déterminer en famille. C'est celle que vous allez inscrire sur une petite feuille de papier que vous allez coller sur le frigo ou à un endroit stratégique de la maison. Et c'est cette règle-là qui sera une espèce de charte de bonne utilisation collective des écrans. J'ai lu là récemment, et je vous laisse l'appréciation de chacun, une petite règle qui serait, on propose 1 heure par tranche d'âge par semaine. Donc, par exemple, un enfant de 8 ans pourrait avoir le droit à 8 heures d'écran par semaine. Voilà. Encore une fois, chacun est libre de décider et à partir du moment où ce temps d'écran proposé permet encore de la liberté pour les jeunes à côté et d'autres activités, je pense que c'est ça l'essentiel. Et puis, deux derniers petits conseils très rapides. Souvent, les jeunes, quand on leur parle du temps de connexion, ils ont tendance… Je suis trop long, Mathieu? Non, c'est bon, mais très rapide. Je termine rapidement. Ce que disent souvent les jeunes, c'est qu'ils ne se rendent pas compte en fait du temps qu'ils passent sur les écrans. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire un petit tableau tout simplement avec le temps que les jeunes ont estimé et puis de faire votre tableau en tant que parent aussi. Et vous allez voir que c'est un peu comme la météo, il y a le temps ressenti et le temps réel. Et en général, c'est pas la même chose entre ce que les enfants ressentent et ce que les parents ressentent, c'est pas la même chose. Et puis ensuite, de rajouter peut-être une petite application, un petit logiciel dans votre téléphone pour permettre tout simplement de chronométrer le temps réel et de comparer tous ces chiffres et de voir que le jeune en général sous-évalue le temps qu'il peut passer sur les écrans. Il y a des logiciels de contrôle parentaux aussi qui peuvent vous aider à contrôler le temps d'écran. Et puis une dernière chose, on n'oublie pas que les réseaux sociaux sont interdits aux enfants avant 13 ans et qu'entre 13 et 15 ans, ils sont accessibles, mais avec le double consentement des parents, donc vous avez votre mot à dire. Voilà, c'est pas plus. Merci beaucoup Samuel. Enfin, je vais terminer avec vous Frédéric, avant de passer à la partie des questions-réponses avec le public. D'ailleurs, je prends un commentaire qu'on a de Stéphanie, ça va faire la bonne transition avec ma dernière question. Stéphanie nous dit « Un monde de low-tech, cela ne semble pas être au programme de nos sociétés, avec la tech qui se développe partout et qui est poussée au déploiement massif, sites de production, écoles, télétravail, commerce en ligne, 5G. Votre message, Frédéric, ne semble pas être à l'ordre du jour. Comment faire cette transition ?» Donc la question était, voilà, quelles sont les solutions pour transiter vers un numérique plus responsable? Concrètement, pardon. Voilà, je sais pas ce qui se passe là, on voit l'écran de Mathieu. Concrètement, je suis désolé, j'ai un trouble de l'attention justement, et là, le changement d'écran, j'ai perdu le fil.
J'ai perdu la question, je suis désolé, je suis sensible aux troubles visuels. Donc, quelles sont les solutions pour transiter vers un numérique plus responsable? Concrètement, ça va être de commencer par être raisonnable. Je veux dire ça, il n'y a pas besoin de technologie ou de rien du tout. À partir du moment où on prend donc de prendre nos responsabilités en tant qu'adulte, ce qui malheureusement semble plus être trop à l'ordre du jour dans les sociétés d'aujourd'hui, mais à partir du moment où on comprend que le numérique est une ressource qui est en train de s'épuiser très vite, qu'elle a un impact délétère sur notre attention au quotidien, etc., c'est un numérique responsable, c'est un usage plus raisonné au quotidien, tout simplement. Comme ça a été déjà dit par les autres intervenants, avec les règles qui ont été édictées, etc. C'est la première chose. La deuxième, c'est de faire durer plus longtemps nos équipements. Un numérique plus responsable, c'est simplement moi j'ai vraiment un BlackBerry quoi, enfin j'utilise quoi et je l'allume là pour vous voyez qu'il est allumé quoi. Donc ça va être d'accepter d'utiliser ce type d'équipement. Je peux vous dire qu'avec ça, on a moins de notifications qu'avec un smartphone. Hein. Et notre quotidien, il est centré sur le travail parce que du coup, on n'a pas de notifications qui arrivent et donc on travaille concrètement, on fait le job. Et donc je pense que simplement être plus raisonnable au quotidien dans la façon dont on utilise le numérique volontairement, je veux dire, c'est déjà le premier pas. Le deuxième pas, c'est que s'il y a parmi les 89 personnes encore connectées, s'il y a des éditeurs de services numériques, eh bien, c'est de concevoir des services numériques qui soient moins addictifs. Parce que très clairement aujourd'hui, en tant qu'utilisateur et utilisatrice du numérique, on est victime de mécanismes inconscients qui sont des mécanismes, on appelle ça le design de l'attention, qui vont volontairement capter notre attention et nous rendre accros au numérique et nous faire passer des heures supplémentaires et donc de la charge mentale et de la fatigue supplémentaire. Donc il y a un enjeu probablement à légiférer à terme sur l'interdiction d'un certain nombre de mécanismes qui sont activés aujourd'hui par les éditeurs des outils numériques pour nous rendre accros à leurs outils et qu'on passe plus d'heures devant. Donc il y a un enjeu à concevoir de façon plus responsable l'outil numérique. Et puis je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter et de prendre les questions. Mais j'ai un dernier point. Moi, j'ai un handicap cognitif et un handicap audio. Et je peux vous dire que quand on utilise un casque micro pour des réunions à distance, comme on le fait tous en ce moment, c'est nettement moins fatigant pour notre cerveau parce qu'il passe moins de temps à essayer de comprendre ce que les gens disent quand ça résonne, par exemple. Et donc, c'est un truc très simple qui nous permet de reprendre aussi le contrôle au quotidien, d'être moins fatigué à la fin de la journée. Vous verrez que si tout le monde utilise un casque micro, on est nettement moins fatigué à la fin de la journée simplement parce que notre cerveau n'a pas à décrypter les messages qui sont échangés. Et c'est un truc tout simple mais qui fait une vraie différence. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, donc ça nous laisse le temps pour quelques questions qui nous sont parvenues dans le chat et vous pouvez continuer à en poser. Je vais commencer par une question pour Samuel. On nous demande, Magali nous demande comment gérer le temps d'écran de nos enfants, surtout lorsque nous utilisons aussi les écrans comme support pédagogique. Alors je m'attendais à la question. Effectivement, c'est compliqué puisque l'éducation nationale prône effectivement que les enfants soient bien réveillés à l'école et bien concentrés. Et puis en même temps, quand ils arrivent à l'école, on leur redonne des écrans. C'est vrai que c'est tous je dirais les messages contradictoires qu'on envoie aux parents actuellement, c'est qu'il faut avoir un usage raisonné à la maison. Et c'est vrai qu'à l'école, ça peut se poursuivre. Mais d'où l'importance, encore une fois, de voir peut-être d'évaluer le temps de connexion à l'école pour pouvoir compenser et faire en sorte que l'enfant à la maison, il ait peut-être des temps consacrés à autre chose. Il y a peut-être aussi des échanges à avoir avec certains établissements scolaires qui, alors, de ce que je peux voir, c'est qu'en général, les établissements scolaires sont assez prudents. Je pense qu'il n'y a pas encore une généralisation du tout numérique pour les apprentissages, mais c'est vrai qu'il faut parfois intervenir et peut-être, je dirais, co-construire ce temps de connexion pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas en permanence toute la journée dans le temps scolaire sur leurs écrans. Mais je pense que ça fera partie des enjeux à venir et on parlait de légiférer, peut-être sans forcément légiférer, en tout cas d'apporter un cadre qui soit cohérent pour que le temps scolaire et le temps dans la famille en termes de consommation d'écran soit cohérent pour le développement des enfants. Très bien, merci. Merci Samuel. J'ai une question pour Vincent.
Michel nous dit le multitâche n'est pas une action simple pour le cerveau, mais a beaucoup d'avantages, agilité, rapidité, productivité. Donc, dans une bonne mesure, le travail d'aujourd'hui ne pourrait pas se faire en silo. N'est-ce pas un peu rapide de dire que c'est bien parce que cela entraîne du stress? Donc, c'est une question liée voilà, au multitâche. Alors en fait, voilà, le multitâche, bon, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais globalement, le multitâche, on a tendance à le faire tout au long de notre journée de travail. Et en fait, on peut faire du multitâche, par exemple, si on n'utilise pas la même partie cognitive de notre cerveau. Donc, typiquement, quand on marche dans la rue en mangeant une pomme, on fait du multitâche, on fait deux tâches à la fois, la tâche de marcher et celle de manger, mais c'est pas forcément fatigant pour notre cerveau. Ce qui l'est, par contre, c'est quand on utilise la partie cognitive qui nous sert à écrire, écouter, penser, réfléchir, etc. Et là, le problème, c'est que notre cerveau ne va pas faire les deux tâches à la fois, il va passer rapidement d'une tâche à une autre, et ça va entraîner de la fatigue et du stress. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des journées 100% monotâches, et j'en suis bien conscient, et même moi-même dans mon travail, je n'arrive pas à faire du 100% monotâche, mais de se dire que dans sa journée, on va essayer d'aller à un objectif de 70% de monotâche, c'est déjà un effort, enfin c'est déjà un super résultat, parce que ça va demander beaucoup moins d'efforts à notre cerveau. Donc vraiment, tester, ce que je vous conseille, c'est de tester ça pendant une semaine, essayer de faire une tâche de manière très concentrée, de la finir et de passer à une autre tâche, et vous verrez à quel point vous êtes plus productif. Merci. Merci. Donc on a Laurent qui nous dit ne faut-il pas comparer nos usages du numérique à l'ensemble des anciens usages, courrier, transport, etc., pour s'apercevoir que le numérique a moins d'impact au final sur l'environnement? Je pense que c'est adressé à Frédéric. Ouais, tout à fait. En fait, le numérique a de plus en plus d'impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'en valeur absolue, la quantité d'impact associée au numérique croît de façon démesurée, puisque on aura triplé l'empreinte environnementale directe du numérique entre 2010 et 2025. Donc, de fait, l'empreinte environnementale du numérique croît. Maintenant que le numérique est aussi un formidable outil pour nous aider à réduire d'autres impacts. Ça, c'est un fait. Et donc, les chiffres que j'ai partagés étaient ceux sur l'impact direct du numérique concrètement. Ce dont on se rend compte, et c'est ce qu'on fait en ACV conséquentiel, qui est une méthode de quantification d'impact, c'est que on n'a jamais eu autant d'impact en tant qu'humanité que depuis que le numérique a accéléré et massifié les flux de notre société. Et donc, oui, on a des cas où, par exemple, si les 100 personnes qui participent à cette conférence devaient se déplacer physiquement de partout en France pour y assister, probablement on augmenterait nos émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce cas-là, très particulier, le numérique nous permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais globalement, à l'échelle sociétale, plus on va vers du numérique et plus on augmente alors les impacts du numérique, mais aussi les impacts de la société globalement, parce qu'on accélère et on amplifie les flux en fait globalement. D'accord. Il y a plusieurs personnes qui se demandent vis-à-vis du chiffre de 4%, vous avez fait mention, à quelle date, voilà, à quelle date correspond-il C'est 2020. L'évolution. C'est 2020. C'est 2020. 2020. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. J'enchaîne avec les nombreuses questions qui nous arrivent. Que faire dans un cadre associatif pour limiter l'hyperconnexion? Les outils, voilà, la question est partie, les outils numériques Discord, Frama étant essentiels, surtout en ce moment. Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre à cette question, peut-être Vincent ou Karine, je sais pas. À mon sens, ce n'est pas parce qu'on est dans le cadre d'une association que les obligations ne sont pas les mêmes qu'un employeur classique. Et il faut prendre les mêmes mesures. Ce n'est pas parce qu'on est dans un cadre associatif qu'on va demander aux salariés, parce qu'on a des salariés ou même des bénévoles, d'être hyper connectés. Les dangers sont les mêmes, les réflexes à avoir sont les mêmes. C'est des démarches qui fonctionnent tant pour les employeurs but lucratif, but non lucratif, entreprises privées, entreprises publiques. Tout le monde est concerné par ce type de problématique. Je peux apporter un complément rapidement? Je t'en prie. Bah, moi, je pense que la bonne pratique de Vincent tout à l'heure de dire se donner des temps, c'est essentiel en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se donne des temps pour traiter les informations, des temps, il y a des moments où on doit couper Discord. C'était la question, je crois. Hein. Il y a des moments, quel que soit l'outil, on doit accepter de le couper pour retrouver des temps longs où notre cerveau est concentré sur des tâches. Voilà.
Très bien, merci pour ce complément. J'ai une question de Bruno sur que penser du projet PowerZ, comment devenir acteur des propositions numériques. Est-ce que Frédéric, vous connaissez le projet PowerZ? En live, donc je fais du multitâche. Je sais pas ce que c'est PowerZ comme ça. J'ai aucune idée. Je suis en train d'essayer de regarder ce que c'est que PowerZ. Je sais pas si quelqu'un là autour de la table ronde connaît. Non. Je l'ai pas plus. Un jeu éducatif pour enfants de 6-12 ans, c'est ce que je trouve sur Internet. Voilà. Donc, je sais pas si c'est ça qui est évoqué. Je sais pas si la personne peut préciser. On voit pas les questions dans le chat, nous. Et donc, ouais. Peut-être que la personne, si on peut préciser dans le chat. Moi, j'ai l'impression que si c'est ce que je pense, c'est un jeu éducatif. Et donc, pour le coup, c'est pas à moi de répondre. Je suis pas le plus à même de dire. Je pense que Samuel saura mieux répondre que moi, quoi. Alors, je ne connais pas ce jeu-là en particulier. J'attire juste l'attention de manière assez générale sur tous les jeux éducatifs qui sont proposés aux parents et qui vantent des capacités de pouvoir permettre à l'enfant d'apprendre plus vite l'anglais, plus vite les couleurs, plus vite à parler. Je pense que ça a contribué pendant pas mal de temps à l'usage excessif des écrans parce que quand on promet, et c'est normal, à des parents que grâce à des petits outils, leurs enfants vont avancer plus vite dans la vie et se construire plus rapidement, n'importe quel parent a envie de se doter de ces outils et de les proposer à leurs enfants. Moi, je suis très prudent sur ces logiciels parce que on n'enlèvera pas de la tête que pour apprendre à marcher, il faut expérimenter. Pour pouvoir apprendre à manipuler les choses, il faut de la 3 dimensions, il faut pouvoir faire des tentatives, il faut empiler des cubes, enfin voilà, être dans quelque chose qui soit palpable. Et le problème de l'écran, c'est qu'il est seulement en 2 dimensions, qu'il est froid, qu'il n'y a pas la même interactivité et la même, je dirais, expérience du réel que quand on est voilà, sur un écran et dans la réalité, c'est pas la même chose. Donc, je pense qu'il faut pas tout mettre à la poubelle parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent avoir du sens. Je pense notamment que on entend beaucoup que les jeux vidéo contribuent à parfaire l'éducation à la langue anglaise de beaucoup d'adolescents qui disent que grâce aux jeux vidéo, ils ont appris l'anglais. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Donc voilà, donc on ne peut pas non plus dire, et d'ailleurs, ce n'est pas mon propos de dire qu'il faut absolument arrêter tous les écrans pour les enfants et chez Attention Hyperconnexion, ce n'est pas du tout le sujet. L'idée, c'est d'apprendre à maîtriser tout simplement et d'accompagner les jeunes pour une maîtrise responsable et citoyenne de leurs écrans. Donc, je ne connais pas ce jeu-là, mais voilà, beaucoup de prudence, se renseigner. On a sur le site internet de e-enfance une zone pour les parents justement et se renseigner sur les jeux vidéo. Donc, vous pouvez aller consulter cette partie de notre site internet. Et donc, voilà, il faut être prudent parce que c'est pas magique. Très bien, je vois qu'on arrive au terme de cette heure de webinaire. On va prendre une dernière question qui nous servira un petit peu de conclusion. Tout ce qu'on entend sur l'impact du numérique est assez alarmiste. Qu'y a-t-il de positif à retenir, auquel s'attacher? Alors voilà, allez-y, allez-y, prenez la parole. Moi, juste une phrase, ça nous a quand même permis depuis 1 an de continuer à avancer, mais bon gré mal gré, je dirais. Les enfants ont plus ou moins été continuer à être à l'école et on a pu garder du lien social, faire des apéros visio, etc. Donc voilà, au moins de ce point de vue-là, ça nous a montré que même si tout n'est pas bon, il y a quand même des bonnes choses. Bien sûr, et pour compléter ce que vient de dire Samuel, dans plein de métiers, on a pu continuer à travailler. Nous, par exemple, dans la formation, on a pu continuer à former à distance nos clients et on sait que ça les a beaucoup aidés pendant cette période. Ce qu'il faut retenir, et comme le disait Samuel juste avant, c'est que voilà, nous, notre but, c'est de parler un peu plus des conséquences néfastes du numérique, mais effectivement, le numérique a permis plein de bonnes choses et on l'a encore vu l'année dernière. L'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle et de retrouver des usages numériques plus équilibrés. Très bien. Karine, Frédéric, un dernier mot. Moi, je finirai en disant qu'effectivement, comme le dit Vincent, c'est reprendre le contrôle et surtout le danger, c'est tout ce qui est hyper connexion. C'est garder, faut raison garder, donc essayer de
retrouver un usage raisonnable, parce qu'effectivement, c'est hyper utile, tous les outils numériques qu'on a aujourd'hui, mais c'est passer trop de temps connecté et ne pas arriver à fixer une limite et à s'y tenir, c'est ça le danger pour moi. Et du coup, moi, je conclurais sur sur le fait que c'est formidable le numérique parce qu'on va pouvoir relever les grands défis du 21e siècle grâce à lui modéliser le climat. On est bien content de pouvoir passer des IRM pour se soigner, entre autres. Hein. Donc, sans le numérique, on aurait du mal à fonctionner aujourd'hui concrètement. Et l'enjeu qui est souligné par tout le monde, et notamment Karine à l'instant, c'est d'être raisonnable. Économisons cette ressource parce qu'on en a besoin. On sera bien content que nos enfants, nos arrière-petits-enfants puissent se soigner grâce au numérique, puissent résoudre les problèmes de société grâce au numérique. Donc il y a un enjeu à redevenir raisonnable simplement au quotidien pour pouvoir disposer de cette ressource à plus long terme. Je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais personnellement, moi, je suis papa et j'aimerais bien que ma fille elle puisse se soigner grâce au numérique. J'aimerais bien qu'elle puisse apprendre grâce au numérique. J'aimerais bien qu'elle puisse résoudre les problèmes de la société grâce au numérique. Pour ça, il faut qu'il en reste. Donc à nous, aujourd'hui, autour de cette table ronde virtuelle, d'être raisonnable. Voilà, un beau message pour terminer ce webinaire. Merci encore à tous pour vos questions, vos messages, votre présence. Et puis, vous avez vu les contacts de chaque intervenant. N'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous avez plus de questions ou des besoins spécifiques. Nous sommes très heureux d'avoir pu rassembler ces intervenants qui viennent d'horizons aussi riches que variés et qui ont permis d'aborder voilà, la thématique des usages numériques sur différents angles, avec Karine qui nous a aidé à comprendre comment on peut s'assurer d'un droit à la déconnexion efficace et effectif, notamment en situation de télétravail. Nous avons abordé l'angle de la formation avec les explications et conseils de Vincent pour repenser et transformer nos usages numériques pour maintenir le bien-être et la performance des collaborateurs. L'intervention de Samuel nous a permis de voir plus clair sur comment se préparer en tant que parent aux enjeux du numérique dans son foyer. Et enfin, Frédéric nous a éclairé sur les impacts du numérique sur notre planète et comment agir sur le plan individuel, mais aussi collectif, dès à présent, pour transiter vers un numérique plus respectueux de l'environnement. Alors sachez qu'il y aura un replay de ce webinaire qui vous sera envoyé, et si vous avez envie de le revoir ou de le partager avec vos contacts, n'hésitez surtout pas. Sachez également qu'il y a déjà un deuxième webinaire prévu, organisé par le collectif Attention Hyperconnexion, donc qui s'intitule « Comment reprendre le contrôle de nos vies professionnelles », où on verra de quelle manière organiser son travail dans un environnement ultra connecté. Donc vous pouvez déjà enregistrer la date sur vos agendas et nous suivre modérément sur les réseaux pour être tenu informé. Alors merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Rama qui m'a bien aidé aussi dans la préparation de ce webinaire, et à vous Karine, Vincent, Samuel et Frédéric pour vos interventions hyper enrichissantes. Et merci de nous avoir écoutés. Belle journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.